J'ose dire que c'est l'été. Je sais que c'est plus vieux un peu dans le coin de Montréal, mais non, on est content de vous voir. Puis on est content de vous voir en grand nombre, malgré le court délai. Je tiens à préciser justement qu'on vous a envoyé cette invitation-là, ça fait quelques heures à peine. Puis ce qu'on voulait finalement, c'est vous parler en personne via la communication virtuelle comme on fait depuis le début, pour essayer de vous expliquer et d'être le plus clair possible par rapport à des questions qu'on a qui sont fort nombreuses, je vous dirais, puis avec raison, c'est normal, parce que la reprise s'en vient, la reprise officielle, l'ouverture complète à partir de lundi prochain, ça a été annoncé, on vous l'a dit, puis là, maintenant, ben, c'est plus au niveau opérationnel de dire, OK, de quelle manière on va opérer la semaine prochaine, lundi, avec quel guide, on va vous dire un peu toutes les démarches qui ont été faites, ce qui s'en vient, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous allez vouloir. Puis ce qu'on a prévu justement, c'est de vous parler, de faire un petit exposé pendant peut-être 20-25 minutes. Donc, je vais vous parler de plusieurs points. Denis va être là aussi avec l'ordre pour vous dire un peu de leur côté qu'est-ce qui s'est passé puis de quelle manière qu'ils ont fait des modifications au niveau des guides par rapport à la réouverture pour la semaine prochaine. Je tiens à nommer Simon Delvedove, Simon qui est présent parmi nous, président de l'AQP, qui nous donne un bon coup de pouce aussi en même temps par rapport à ils vont parler aussi là, à la toute fin par rapport à la recherche au niveau des EPI, par rapport au lien avec le reste du Canada. Simon est notre source de référence par rapport à tout ça aussi, puis complète très bien notre force de frappe actuellement au niveau de la physiothérapie. Et je tiens à préciser que, comme à l'habitude, c'est Laure Caillot, notre directrice générale de la Fédération, qui va être avec nous ce soir pour s'assurer que tout se passe bien et qui va gérer la période de questions à la toute fin. Toutes les questions que vous avez, mettez-les tout de suite. Au fur et à mesure, vous pouvez les mettre dans le chat, donc dans les messages. Puis là, on va faire une sélection aussi en même temps. Puis après ça, on va pouvoir les poser pendant la dernière demi-heure. Donc, d'entrée de jeu, je me disais, de quelle manière on qualifie cette semaine-ci? Je ne sais pas si vous avez eu la chance, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un petit vidéo que j'ai fait de manière bien anodine au début de la semaine. Puis j'ai décidé de le faire de manière symbolique. À l'extérieur de chez moi, j'ai la chance d'avoir une petite forêt, on entendait les oiseaux chanter, puis c'était sur le thème du déconfinement. Ça, c'était lundi matin. Et que, finalement, on disait, écoute, on passe une belle semaine, on va avoir, tout est clair par rapport à la semaine prochaine, on va commencer, ça va bien se passer, puis go, on y va. Puis, sincèrement, j'ai terminé cette vidéo-là en me disant, OK, là, je pense que c'est le dernier pour quelques semaines, OK? Et je me disais que, parfait, on est reparti sur une track qui va être le fun pour tous. Et finalement, il y a eu des modifications au niveau des guides. On a eu certaines contraintes, je pourrais vous dire, avec la CNSST, avec l'INSPQ. Puis finalement, l'Ordre n'avait pas le choix de modifier aussi en même temps le guide par rapport à la reprise. Denis va vous en parler dans quelques minutes, au début de la semaine. Puis ce que ça a amené sur l'autre question pour dire, comment on va ouvrir, puis est-ce que c'est possible pour nous. Puis on a entendu tous vos commentaires et on a été très actifs, je vous dirais, depuis 2 jours pour essayer de vous rendre la vie la plus facile pour le début de la semaine prochaine. Donc, en fait, sans plus tarder, moi, je passerai la parole à Denis Pelletier, président de l'Ordre, qui va juste vous expliquer aussi au début ce qui a amené justement Parce que l'Ordre, on vous a fait 2 précisions en début de semaine, notamment par rapport à l'accès au niveau des centres commerciaux et après ça, par rapport au guide de pratique. Puis après ça, justement, je vais compléter un petit peu plus avec les démarches qui ont été faites par la suite. Alors, Denis. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je suis accompagné aussi de ma collègue de travail, Justine Couturier-Desrochers, qui répond aux questions qui touchent tout ce qui est en lien avec la COVID et même un peu plus. Et la raison pour laquelle je souhaitais qu'elle soit avec nous, c'est qu'en voyant passer toutes les questions, et on a franchi aujourd'hui les 1000 questions, alors, on voit un peu qu'est-ce qui préoccupe les membres, tant du secteur privé que du secteur public, vous devinerez. Puis en même temps, ça nous permet de comprendre de façon plus macroscopique un peu quelles sont les difficultés avec lesquelles on est confronté. Alors, ceci étant, je vous mentionne que si on se limite pour l'événement plus récent, la CNESST, il y a 3 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines, nous a envoyé un document de travail dans lequel elle posait des postulats pour
nous permettre d'envisager déjà à quoi ressemblerait la réouverture des cliniques le moment venu. On n'avait pas de date précise, on se doutait un peu, mais néanmoins. Alors, on a fait des représentations. Le document a transité aussi par la Fédé. Je l'ai aussi envoyé à Simon. On a regardé un petit peu ce qu'il en était. On a fait des recommandations. Et puis, ben, franchement, on n'a pas été tellement écoutés. Les recommandations que l'on a faites, les changements que l'on a proposés, on ne les a pas retrouvés dans le guide que le gouvernement a mis à notre disposition là, vers la fin de la semaine dernière. On a décidé de s'attaquer principalement à deux éléments. Celui de l'ouverture des cliniques, en fait, dont il n'y avait pas d'accès autrement que par l'intérieur d'un centre d'achat ou des bureaux, des immeubles à bureaux. Alors ça, c'était un gros enjeu. Et le deuxième était le fameux 2 mètres et le changement de blouson, de blouse ou de sarrau entre chaque patient. Alors, rapidement, durant la fin de semaine, ils ont corrigé le tir pour ce qui est de l'ouverture des cliniques qui étaient situées dans des immeubles de bureaux ou des centres d'achat. Mais foncièrement, la solution, ça a été, bon, on rouvre ça, c'est fini, on ne bloque pas ça. Et par contre, ils n'ont pas changé d'idée pour les sarraux. Pour nous, on ne trouvait pas ça, et on le dit encore, on pense que c'est exagéré. La demande ou le souhait qui est fait de changer de sarrau entre chaque patient, quelle que soit la nature du contact ou de la façon dont la proximité se produit, nous semblait excessive dans sa façon de faire. Donc, il y a eu des écrits qui ont été envoyés 2 fois de notre côté. Je sais que du côté de la Fédé aussi, ça s'est fait. Et on a contacté la CNES. Ça ne semblait pas modifier leur point de vue. Et hier, j'ai eu une discussion, Pascal pourra vous faire état aussi de la sienne, mais avec la représentante de la CNES. Et je vous dirais que ça pourrait se résumer en ceci. On a choisi quelque chose et on a pris une décision de vous demander de changer de sarrau ou de blouse entre chaque patient si vous entrez dans le périmètre de 2 mètres, que vous ayez été ou non en contact avec le patient. Et ça, ce n'est pas négociable. Okay? C'est ça. Alors, vous pouvez aimer ça, vous ne pouvez pas aimer ça, mais c'est ça. Ensuite, on a, dans les arguments, elle nous a quand même fait valoir aussi que c'est drôle, mais elle dit, il y a juste les gens en physiothérapie qui se sont plaints de ça. À elle, je comprends. C'est certain que pour beaucoup de propriétaires de cliniques, la réalité veut que ce soit vous qui embauchiez les ostéos, les massos, les acupuncteurs, ce qui fait que probablement le vaisseau amiral qui faisait ces demandes-là était, avec à la figure de proue, le professionnel de la physiothérapie, mais ça faisait quand même pas nécessairement le bonheur des autres, mais néanmoins, c'était ça. Donc ça, c'était le deuxième point. Un autre point que nous avons eu aussi comme communication, c'est, et là, je paraphrase un peu, mais c'est habituez-vous parce que ça se pourrait que ça dure longtemps. Puis, un autre élément qui a été dit aussi, là, je vais en point de forme, puis je vous dirais que la conversation a été tout à fait cordiale puis conviviale. La personne n'était pas choquée après nous, là, mais elle nous l'a quand même bien fait savoir. Elle dit, puis si ça se met à mal aller, on va y fermer. Fait que là, vous voyez que la somme des éléments qui s'additionnaient faisait qu'à un moment donné, on n'était pas nécessairement dans la situation où on pouvait commencer à dire « Ouais, ben, savez-vous que ça ne fait pas mon affaire. » Écoutez, c'est pas parce qu'on ne veut pas, puis c'est pas parce qu'on n'a pas tenté très, très fort. Et puis, je vous dis, tantôt, Pascal fera l'écho de ces représentations, mais il y avait vraiment une idée très ferme et très arrêtée de ce côté-là de la part des autorités de la CNES. La personne qui s'occupe de ça, évidemment, c'est une personne qui a une expertise dans le domaine, mais qui n'est pas nécessairement, c'est une administratrice agréée, une personne qui a travaillé excessivement fort, mais à qui on a donné des recommandations très claires en disant c'est ça. Ensuite, l'autre question qui était sur toutes les lèvres, c'est moi, les deux, en tout cas, qui sont venus, c'est comment se fait-il que le milieu public a des consignes différentes que le milieu privé? Alors, madame, elle a dit non, vous n'avez pas compris. Les consignes sont les mêmes pour les deux milieux. Puis si on a à intervenir dans le milieu public ou dans le milieu privé, la règle va être la même. C'est changer entre les patients. Si on était à moins de 2 mètres. Je dis oui, mais c'est parce que c'est pas ça qu'on n'aura pas. J'ai dit, si on a un signalement, on va intervenir de la même façon d'une place comme dans l'autre. Pardon. Alors, on voit que cette dimension-là d'applicabilité variable du milieu public-privé, aux yeux de la CNESST, qui est un organisme qui n'est pas sans avoir un pouvoir, vous savez qu'ils ont une loi, eux autres, là, hein, qui sont capables de la gérer. Alors, ils ont des pouvoirs très, très importants. Alors, elle m'a carrément dit, sortez-moi pas ça, là, ça ne marche pas. Ils ont la même règle des deux bords, puis si ça se plaint d'un bord ou de l'autre, on va agir de la même manière d'un bord que de l'autre. Alors, bon, évidemment, ça aussi, ça nous fait réfléchir.
Il y a une petite ouverture qu'elle a voulu faire par rapport à un survêtement qui pourrait être nettoyable entre chaque patient. Est-ce que ça prend la forme d'un ciré, ça prend la forme de quelque chose d'imperméable qui peut être désinfectant de chaque patient? On ne sait pas de quelle forme que ça peut prendre et quel modèle ça peut prendre, mais c'est à peu près la seule ouverture dans tout ce qui a été véhiculé dans la rencontre que j'ai eue avec cette dame-là, puis qui pourrait là, ouvrir une petite fenêtre d'opportunité. Mais ça s'est limité passablement à ça. Donc, de notre côté, on est obligé de s'adapter à ça. On ne peut pas arriver et dire, bon, ben, on va essayer de trouver un chemin, puis on va sortir de nos propres règles et on va faire. Ça ne marche pas comme ça. Donc, ça nous a été clairement donné comme étant la position qui doit être appliquée. Et dites-vous que la CNES, elle est là pour faire des recommandations qui touchent le travailleur. Je ne parle pas du patient. Vous avez remarqué que dans tout le guide, le patient, là, nous, on a mis nos consignes à part pour ça, mais la CNES est un organisme qui protège le travailleur et c'est sa job. Alors, dans ce contexte-là, vous voyez que toutes les consignes ont été mises pour le travailleur. Et s'il y a un signalement qui est fait par un travailleur ou ultimement un patient qui s'est rendu voir un travailleur, bien, ça va être évidemment l'employeur, en fait, qui peut être le propriétaire dans ce cas-ci, qui va devoir répondre de ces gestes. Alors, ça résume, et je ne vais pas faire quelque chose de plus long que ça, Pascal, parce que je sais qu'il y aura peut-être des questions, mais est-ce que j'espère que ça résume bien là, les grandes lignes? Et comme je vous dis, on explore plusieurs avenues. Écoutez, hier soir, Pascal et moi, on parlait encore des ultraviolets. On a sorti toutes sortes de possibilités qui pourraient être applicables là, pour aider les gens à trouver une façon de faire une bonne prestation de service dans un contexte très exigeant. Puis, ben c'est ça. Là, on a reviré à peu près toutes les pierres qu'on avait sur le terrain. C'est là où on en est rendu et c'est ce qu'on vous a partagé le plus rapidement possible, compte tenu de la vitesse à laquelle l'information nous parvenait. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Denis. Oui, tu as bien résumé ce qui s'est passé depuis quelques heures, si on veut, parce que ça fait même pas 2 jours que ça s'est passé. Puis après ça, puis je tiens aussi à préciser que les discussions avec la CNES se sont bien passées. Ça a été tout à fait cordial aussi. On est arrivé d'entrée de jeu que nous, dans notre tête, mais la position était beaucoup trop drastique. On vous l'a dit, on l'a fait par voie de communiqué aussi en même temps, en disant comme quoi que le côté inapplicable de cette norme-là allait faire en sorte qu'au niveau de lundi, dans les cliniques, ça allait être très, très difficile d'appliquer, de faire ça. En gros, on a fait nos recherches, on est arrivé, puis la discussion qu'on a eue, moi, la discussion que j'ai eue personnellement avec cette dame-là de la CNSST, qui est quand même celle qui est en charge pour tous les guides, puis il faut garder en tête que nous autres, notre guide, c'est celui qui répond au secteur des soins thérapeutiques. Ça m'est revenu plusieurs fois justement par rapport à ça, en nous disant que, regardez, arrêtez de vous comparer avec une situation qui se passe alors qu'il y a deux personnes qui se croisent pendant 1 minute de temps. La notion de temps passé à l'intérieur du 2 mètres les fatigue beaucoup. Elle me l'a répété peut-être 10 fois dans la discussion qu'on a eue ensemble, en disant que ben, c'est plate, mais on considère quand même que vous avez une proximité pendant. C'est sûr que vous avez une proximité de plus que 10, 12, 15 minutes. Il y a des recherches qui ont été faites avec l'IRSST aussi par rapport à ça qui dérange la CNSST au point de dire que, ben, écoutez, si vous restez justement pendant 20, 25, 30 minutes dans le même air que votre patient, on sait aussi que c'est faut que vous ayez des masques. Votre masque, qui est un masque de procédure et de bonne qualité, c'est parfait. Mais par contre, les fameux masques qui sont artisanaux, vous savez qu'il y en a plusieurs, que c'est des passoires. Il y en a d'autres qui sont très bien faits, c'est vrai. Mais malheureusement, on ne peut pas se fier sur le masque du patient tant que ça. Puis ça, on connaît la position de la santé publique qui a tergiversé un petit peu dans les dernières semaines, je vous dirais, par rapport à tout ça. En fait, nous, ce qu'on allait chercher, c'était que la CNSST s'était basée sur l'INSPQ, donc la santé publique, aussi une autre entité qui s'appelle l'APSAP, qui est vraiment un regroupement aussi qui est fait au niveau des administrateurs, au niveau de la santé. L'IRSST aussi, il y a des chercheurs. Puis, en gros, ce qu'elle nous disait, c'est « Hey, présentement, là, ben oui, on demandait les avis des associations, des ordres. Leur idée était toute faite. Puis, les chercheurs, l'INSPQ, l'IRSST, la CNSST ont déterminé que le guide, c'était celui-là. Je suis 100% d'accord avec Denis. Ce que j'ai senti, c'est aucune ouverture là-dedans en disant commencez, on va vous évaluer. C'est pas vrai qu'on va commencer à ouvrir les vannes, le robinet, avant que vous ayez commencé. Puis, là, on va voir, au bout de quelques semaines, / quelques mois, c'est un peu ça que je sentais aussi, comme quoi que, ben, on va en avoir pour quelques semaines, c'est certain.
à se faire regarder sa loupe un peu, là. Ils ont peur. Elle me l'a répété plusieurs fois qu'ils ont peur. Malheureusement, dans le CMM, dans la région de Montréal, je sais que vous êtes plusieurs en région. J'ai eu des bonnes discussions avec des gens du Bas-Saint-Laurent, du lac, de Québec, de partout. Puis, malheureusement, il n'y a pas deux poids, deux mesures actuellement. On entend certaines choses qui, oups, commencent à vouloir peut-être se préciser, mais actuellement, ce guide-là, puis j'ai été très clair avec la CNSST, puis ils ont été clairs aussi en disant, écoutez, ça devient gérable de commencer à gérer tous les guides selon les territoires. Actuellement, c'est le même guide partout au Québec. Donc, faisant état de ça, là, c'est ce qu'on a senti. Moi, de l'autre côté, ce qu'on s'est préparé, je ne sais pas si vous étiez au courant que la Fédération était membre avait participé grandement à la création d'une alliance avec plusieurs autres associations, des chiro, des ACU, des ergos, des psychologues, des psycho-aides, éducateurs. Puis, c'est piloté par le président du CA qui s'appelle Michel Clerc, qui est avec le CEPSEM, un organisme qui s'occupe de la santé en privé. Puis j'ai tout de suite alerté, moi, hier, tous les gens, chiro, ACU, ergo, psy, tout le monde, pour arriver et dire, hey, là, si on a un enjeu, on est-tu capable? Est-ce que vous avez tous le même enjeu? En les alertant, on s'est rendu compte qu'effectivement, on alertait puis on leur disait que lundi prochain, ce serait peut-être difficile pour eux autres aussi de fonctionner. Ils se sont tous réveillés. Okay? J'ai eu des discussions aujourd'hui avec des gens haut placés dans d'autres associations pour leur expliquer finalement qu'est-ce qui allait se passer lundi. Fait qu'on les mettait au courant de cette situation-là. Et ils étaient aussi d'avis que, oui, c'est excessif, c'est vrai, mais sincèrement, actuellement, vu qu'ils ont déterminé que dans notre secteur d'activité, les actes qu'on allait faire, puis en fait, puis gardez en tête que dans ce secteur-là, il y a des gens aussi qui travaillent en massothérapie, en ostéopathie ou en physio qui vont extensionner justement un traitement de 45-50 minutes, 1 heure. Puis cette donnée-là les dérangeait énormément dans un espace clos avec la même personne pendant 45-50 minutes. Vous n'avez pas idée comment elle avait peur de cette situation-là, puis elle avait peur que nos cliniques soient des foyers et qui, ultimement, pourraient être fermés s'ils étaient vus comme un endroit où est-ce que la COVID s'installerait. Donc, en gros, les arguments qu'on lui donnait par rapport au GMF, par rapport à ce qui se passe dans le domaine hospitalier, il était tout à fait insensible par rapport à ça. Puis, il me ramenait tout le temps à la question de temps passé dans le 2 mètres du patient, puis qu'actuellement, on n'aura pas le choix d'aller dans cette situation-là. Là, voyant que on essayait justement de tous les bords, tous les côtés d'embarquer là-dedans, on est allé justement aux autres possibilités. Denis en a parlé tantôt, puis elle m'est revenue aussi en me disant, j'ai aucun problème à ce que vous nous citiez pour dire que, au lieu d'avoir, puis quand on dit de changer la blouse de sarrau, on s'entend, c'est juste la blouse ou le sarrau qu'on a besoin. Fait que ceux qui ont un pantalon en bas, vous n'avez pas besoin de changer vos pantalons entre chacun des patients. Là. Ça, c'est quelque chose qui a été clairement dit aussi. Donc, la blouse de sarrau qui descend en bas de la taille. Okay, ça, c'est une autre question qui nous arrivait. Cette blouse-là, ce sarrau-là, si vous ne voulez pas la changer, oui, elle est revenue avec cette notion de blouse sarrau imperméable. Ça peut être à manche courte, parce que là, maintenant, c'est une nouveauté aussi. Ça a été ajusté comme quoi que ça peut aller jusqu'au coude. Puis évidemment, quand on se lave les mains, on se lave jusqu'au coude, on se lave les avant-bras aussi. Cette notion-là, si on est capable de laver ce vêtement-là qui est imperméable, ça va passer. Ça va passer au sens de la CNSST. Je lui ai dit clairement comme quoi que cette dimension-là, si elle est retenue actuellement, on va la citer. Et Denis et nous, on l'a entendu aussi comme quoi que c'est correct, c'est une solution qui est viable. Puis on a déjà commencé à s'échanger aussi, là, en plus des ultraviolets. Hier, on s'échangeait des photos de sarrau imperméable, style coiffeuse un peu. Malheureusement, en faisant des recherches, on s'est rendu compte que les coiffeuses en région commencent aussi lundi prochain. Donc, cette notion-là de sarrau, /tapillé qui pourrait fitter, il y a des recherches qui vont se faire, puis j'ai mis quelques personnes dans mon entourage aussi pour chercher très, très, très activement. Puis soyez sûrs qu'on va, oui, on va pouvoir faire des propositions en ce sens-là. Attendez pas juste sur nous, mais on va travailler très fort. Puis je sais que l'Occupé, par rapport à tout ce qui est EPI, travaille très fort depuis le début par rapport à ça. Puis je suis certain qu'il va y avoir de l'aide au niveau de Simon par rapport à cette notion-là. Donc, en gros, ce que je vous dis, c'est qu'on était parti avec un angle d'attaque au niveau de la CNSST. On a bifurqué en disant, écoute, on peut essayer d'aller influencer la santé publique? Impossible. Okay, je vous dis qu'actuellement, ils nous disent, on commence,
on y va, on vous watch. Et elle nous a répété plusieurs fois comme quoi que, ben, il va y avoir des inspecteurs sur le terrain aussi qui vont être là. Vous l'avez entendu dans les nouvelles. Des inspecteurs de la CNSST qui ne sont pas là pour fermer vos cliniques. Ils sont là pour aller voir, pour être sûr que tout est clair et bien fait. Donc, moi, c'est sûr que de notre point de vue, à partir de lundi, il faut respecter ces règles-là. C'est une discussion que j'ai eue avec les autres associations aussi, parce qu'il y en a certaines qui avaient des règles qui étaient un peu plus laxes, je vous dirais, que le guide de la CNSST. Mais une chose est sûre, si vous avez des acupuncteurs, des ergos, des psychologues dans vos cliniques, ben, il va falloir qu'ils suivent vos mêmes règles. La Fédération québécoise des massothérapeutes, la RITMA ou les ostéopathes, eux, c'était clair dans leur guide. Fait que masso-ostéo, c'est clair qu'il y avait déjà un changement de blouse de sarrau entre chacun des clients. Ça, c'était déjà, fait on n'avait pas vraiment grand-chose à changer de leur côté. Par contre, pour tous les autres, il y avait des notions qui étaient un petit peu plus floues et avec lesquelles il a fallu composer. Puis finalement, ben, on s'est rendu compte qu'on réveillait plusieurs personnes là-dedans et que ben, lundi, il faut que tout le monde suive ce guide-là. La question m'était posée aujourd'hui à savoir, ben, écoute, si je ne suis pas capable de le suivre, ce guide-là, puis même moi, à l'interne, je vous partage notre expérience chez nous, ben, les rendez-vous en téléréadaptation, puis ça, on n'insistera jamais assez que la téléréadaptation va rester une solution très, très, très pertinente et on veut qu'elle le devienne de manière permanente. Il y a déjà des représentations qui sont faites avec la CNSST, avec la SAC, qui nous permettent de croire que la mesure qui est temporaire actuellement, qui nous a amené justement cette pandémie-là, ben, on est capable de la faire rendre permanente. Il y a des travaux dans ce sens-là qui vont se faire. C'est sûr que du jour au lendemain, il n'arrivera pas en vous disant, ben là, vous êtes rendu en clinique, fait que la téléréadaptation, vous n'avez plus le droit d'en faire. Ça, on a l'assurance que cette mesure temporaire-là va être extensionnée dans les prochains mois. Mais comme je vous dis, la permanence de cette mesure-là, il va falloir travailler un petit peu plus fort pour la faire. Notre conseil, finalement, c'est de ne pas recommencer à 100% dans vos cliniques lundi, parce que si tout le monde rentre en même temps et qu'après ça, vous oubliez la téléadaptation, ben, ce que ça va faire, c'est que vous allez avoir plein de monde. Puis les mesures, vous ne pourrez pas les respecter. Il faut respecter ces mesures-là. Puis ça, on ne le dira jamais assez. S'il vous manque de sarrau, de blouse, ben, actuellement, il faut calculer son inventaire, il faut faire du lavage, puis il faut s'assurer qu'entre tous les clients dans lesquels vous allez rentrer en dedans de 2 mètres, donc tous les clients en physiothérapie, ben, il va falloir que vous les changez, ces éléments-là. Puis, il y a une donne qu'on n'a pas dit encore, c'est que les jaquettes de patients, les jaquettes que vous avez déjà dans vos cliniques, ben, ça sert très bien de sarrau, de PI, fait que ça, vous pouvez vous en servir aussi. Je sais qu'il y en a qui ont commandé plusieurs jaquettes. Il y a une question de disponibilité, oui, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont commandé aujourd'hui puis que c'est encore des délais d'à peu près une semaine. Là. Oui, évidemment, comme dans tout, il y en a qui en profitent un peu. Puis ça, c'est un message assez direct à tous les fournisseurs en disant comment on va augmenter les prix avec une nouvelle comme ça de 50 c'est ordinaire un peu. Okay? Fait que là, présentement, on le sent que ça se passe. Mais oui, il y a une notion de vous pouvez le faire au niveau de ces jaquettes-là. Ça se fait très, très bien. Il faut avoir quelque chose qui vous protège parce qu'ils considèrent que quand on rentre dans le 2 mètres, ben, il y a des éléments, en fait, des particules volatiles, justement, le virus va pouvoir s'installer au niveau des vêtements et on ne veut pas être des vecteurs aussi par rapport à ça. Puis oui, vous aurez beau nous donner tout l'argumentaire. Cet argumentaire-là, on l'avait avec eux. Puis croyez-moi, on a été essayer toutes les portes qu'on avait, puis on ne pouvait pas aller plus loin que ça. Okay? Fait que c'est plate, c'est ce qu'on a dit. On a parlé au niveau du CA de la Fédération aujourd'hui. On a parlé de long en large depuis 2 jours aussi. J'en ai parlé avec Simon, avec l'association. Puis on n'a pas le choix d'avancer, de le faire. Puis après ça, s'organiser finalement, de passer en dessous du radar pour être sûr qu'on ne devienne pas, qu'il n'y ait pas une de nos cliniques, justement, qui arrive. Ça se peut que ça arrive de manière fortuite. Si on a suivi tout, puis malheureusement, il y en a une des cliniques qui arrive avec qui a un cas qui se passe, ça se peut. Okay? On n'est pas à l'abri de rien. Mais au moins, on aura pris toutes les mesures pour essayer de l'éviter. Okay? Parce que, puis ça, puis je termine en disant aussi que il y en a qui nous proposaient d'aller public par rapport à ça, puis d'essayer de comparer le domaine public, le domaine privé, puis après ça, de sortir en grand et de dire qu'on voulait réduire un petit peu le guide de la CNESST au niveau de la sévérité de ce guide-là. Je vous le dis, j'ai eu un appel aujourd'hui okay, de la radio, en fait, de la télévision, qui voulait une entrevue par rapport à ça. Puis j'ai démonté un peu cette nouvelle-là en disant hey, oh,
comme il a été mentionné tantôt, le guide de la CNESST est applicable aussi dans le domaine public. Okay? Puis là, présentement, on doit continuer à le faire. Puis on ne commencera pas à aller parler partout que nous, on veut travailler sur un guide, qu'on veut réduire la sévérité, si on veut, de ce guide-là. Alors, non, l'option médiatique présentement pour nous n'est pas une option qui est viable, puis on ne la souhaite pas. C'est quelque chose qu'on a discuté et avec Simon et avec Denis aussi. Donc, moi, ça fait le tour un petit peu de ce que j'avais à vous dire là-dessus, puis après ça, je reviendrai un tout petit peu. Je laisserai la parole à Simon Dalvedove, qui est parmi nous aussi au niveau de l'association, à qui on a mandaté justement un rôle d'aller voir au niveau de l'ACP, d'aller voir un peu de ce qui se passe au niveau du reste du Canada, de nous aider aussi sur tout ce qui est EPI. Vous savez, vous avez de vos physios, de vos TRP qui sont membres de l'OCUPE. L'OCUPE essaie d'aider le plus possible justement pour trouver au niveau des EPI plein de fournisseurs, puis il y a une liste justement qui est partagée autant au niveau de l'OCUPE que de la FEDE. Alors, Simon, je te passe la parole. Oui, salut tout le monde. Merci Pascal. Merci Denis là, pour toutes les démarches qui ont été faites dans cette semaine folle, complètement folle. Je sais que ça a été très difficile là, pour la majorité des propriétaires de cliniques privées. Beaucoup de stress en ce moment. Personnellement, je le vis en clinique privée aussi. Là, je le vois directement là, sur le plancher des vaches, comme on dit. Donc, cette semaine, justement, là, même à partir de la semaine passée, quand on a vu la réglementation passer, on a envoyé une lettre à la CNSST là, après des discussions avec la FEDE puis avec l'Ordre, justement pour que les trois ensemble, on fasse de la représentation pour essayer, on va dire, d'améliorer leur guide, leur réglementation. On a vu qu'ils n'ont peut-être pas écouté ce qu'on leur avait proposé, comme Pascal a mentionné tantôt, comme Denis a mentionné. Après ça, on a eu des discussions avec Pascal, pour savoir justement comment étoffer l'argumentaire quand la FEDE allait faire leur représentation directement avec la CNSST. Puis l'angle d'attaque qu'on avait trouvé, comment que l'OCUPE pouvait aider, c'est justement de démontrer ce qui se faisait ailleurs dans le reste du Canada. Un peu pour leur dire pourquoi de notre côté, c'est comme ça, puis ailleurs, partout ailleurs dans le reste du Canada, c'est différent. Donc, ce qu'on soupçonnait, on l'a vite vu, là, comme quoi ailleurs, les réglementations étaient moins sévères. Je pense que c'est facile à comprendre aussi que la situation ailleurs dans le reste du Canada est différente. Là. Au Québec, on peut s'en entendre que la situation est pire. Donc, on a quand même fourni l'argumentaire à la FEDE, puis je pense que Pascal, dans tes représentations, on a vite compris que leur idée était faite, puis c'était pas nécessairement en se comparant à des normes moins rigoureuses qu'ils allaient plier. Moi, je vais augmenter mes tarifs, c'est ça. Oh. Je vais faire un tarif COVID. Oui, tu vas faire un tarif COVID. Ouais, ça, on a vu aussi que... Oui, c'est bon. C'est un bon point, On a vu aussi que certains propriétaires de cliniques privées là, considéraient augmenter leurs frais. Là. Donc, les coûts des traitements, des évaluations. Je pense que c'est raisonnable d'un certain côté. Donc, après ça, la manière qu'on peut aider, c'est de dire, OK, là, on est pris avec cette réglementation-là. Donc, comment qu'on fait pour avoir avoir accès à ces EPI-là? Donc, on continue à travailler avec des fournisseurs, justement, là, pour qui nous offrent une certaine quantité d'EPI. L'ACP aussi le fait avec Ortho-Canada, qui leur garantissent un certain nombre d'EPI. Donc, on va continuer à travailler avec la FEDE de ce côté-là aussi. L'Ordre reçoit beaucoup d'informations, de courriels de fournisseurs, puis il redirige justement, là, on l'apprécie d'ailleurs, là, Denis. Là. Merci Justine. En fait, c'est Justine qui transfère à tous, si je ne me trompe pas. Exactement. Ça fait plaisir. Donc après ça, on rentre en contact avec eux autres. Puis sinon, je pousse aussi le fait d'ouvrir progressivement, d'utiliser l'outil qu'on a de téléréadaptation. Ça permet de respirer un peu mieux là, dans la clinique, ça décharge un peu le nombre de personnes en même temps dans la clinique. Ça nous permet, si on a un certain nombre limité de sarraux, de blouses, de jaquettes, d'avoir le temps de faire un peu de lavage,
en faisant de la réadaptation entre certains patients. Il y a des techniques là, de gestion d'horaire qui peuvent être faites, mais il n'y a rien de facile. Je ne dis pas que c'est facile, je le vis personnellement. Puis sinon, si on fait bien ça, si tout le monde respecte les consignes, qu'on y va graduellement, ben, ça va nous permettre de rester ouvert. La dernière chose qu'on veut, c'est que les cliniques referment. Donc, on va continuer à offrir des bons soins à la population québécoise de cette manière-là. Donc, lâche pas, courage à tout le monde. Merci beaucoup, Simon. Merci. Merci. Puis malheureusement, justement, c'est tout le travail que tu as fait avec pour comparer au reste du Canada. Ben, je l'ai amené. Ça a duré quelques secondes, puis on voyait que c'est ça. Il y a deux réalités, hein, malheureusement, mais sincèrement, c'est bien de savoir que oui, la réalité de la pandémie ici versus le Canada, ils la vivent complètement différemment. Mais là, présentement, ben, au moins, ils savent qu'on travaille, puis je le répète encore, mais on est les seuls en physiothérapie à faire valoir nos points, à avancer, puis le canal est bien ouvert. Puis ça, c'est important que vous le sachiez. Puis c'était ça le but du webinaire ce soir, en vous disant, écoutez, gang, on a poussé le plus fort qu'on pouvait présentement. Le canal est archi ouvert. Puis aussitôt qu'on va pouvoir poser des questions. Tu sais, on a parlé brièvement tantôt des ultraviolets pour nettoyer nos vêtements. Bien, sincèrement, ça se passe en Asie. Ça s'est passé énormément. Aux États-Unis aussi. Il y a des belles choses justement qui se font là-dedans. Je ne savais pas, mais c'est un champ d'intérêt assez important de notre président d'ordre aussi, Denis. Puis, il y a des choses, si on peut vous proposer quelque chose qui va vous rendre la vie un tout petit peu plus facile, le plus vite possible, on va le faire. On va le faire, puis on va continuer à être hyper proactif là-dedans. Donc, moi, je pense que ça clôt la période qu'on voulait faire d'une trentaine de minutes. Puis après ça, on viendra avec une petite conclusion, mais on passerait la parole à Laure avec les questions. Oui, donc on a plusieurs questions. J'ai essayé de les regrouper en rafale sur justement les questions des sarraux. Est-ce qu'ils sont obligatoirement, ils doivent être longueur mi-cuisse? Les jaquettes, ça a été dit, effectivement, les jaquettes peuvent remplacer les blouses, les sarraux. La question du scrub, est-ce que ça peut être utilisé vu qu'il s'enlève au-dessus de la tête? Et est-ce que les chandails que souvent on porte dans les cliniques pourraient remplacer les scrubs en les changeant à chaque patient? Moi, je vais laisser Denis répondre à cette question-là. OK. Justement, Pascal et moi, on en a jasé un petit peu plus tôt aujourd'hui. On a une certaine flexibilité du côté du sarrau, évidemment. On a ajouté, bien évidemment, il y a la fameuse blouse, il y a les jaquettes d'hôpital qui sont bonnes, il y a les scrubs aussi, parce que le scrub permet une grande ouverture, en fait, une ouverture plus grande avec le V, qui permet un passage au-dessus de la tête, mais ce n'est pas le premier choix, mais ça va être toléré. Par contre, tout ce qui est T-shirt ou polo relativement ajusté et qui va, lorsqu'on l'enlève et le remet, passer plus près de la figure, on avait des réserves là-dessus quand on en a parlé. Je ne sais pas, Pascal, si tu veux ajouter de ce côté-là. Par rapport au polo? Ben, oui, c'est vraiment ça. Oui, mais c'est ça. C'était plus par rapport à la notion de l'enlever et de se contaminer en l'enlevant. On regardait toutes les règles au niveau de l'INSPQ, de la santé publique aussi. Ce qu'ils disaient, c'est que oui, si ça frottait en l'enlevant, c'était loin d'être idéal. Est-ce que la CNSST est fermée là-dedans? La notion actuelle, c'est je ne suis pas sûr qu'il y a une grande zone de tolérance. Okay? J'ai posé la question textuelle. Puis là-dessus, elle dit non. Écoute, un chandail, un polo, non. Après ça, une jaquette, oui, ça, il n'y a aucun problème. Mais ou les scrubs, justement, avec le grand V, quand tu peux le sortir, il n'y a pas de trouble. Mais polo, c'est pas toléré là, par rapport à ça au niveau de la CNSST. Là, Puis, je vous dirais que ce sont des choses qui ont été validées en 2 temps. Je l'ai fait, Pascal le fait à 2 moments différents, on a eu la même réponse. Ouais. On ne fait pas ça de façon stratégique, nécessairement très volontaire pour tester la personne qui est très généreuse de son temps à la CNS, mais c'est ce qu'on a eu comme consigne. Alors, quand c'est renforcé de cette manière-là, pour nous, ça fait aucun... Il n'y a pas d'équivoque. C'est clair que essayez de vous en tenir jaquette, sarrau, blouse, et scrub. Et là, à ce moment-là, vous allez être dans une zone de sécurité, de tranquillité. Et pour la longueur, je vous dirais qu'il faut que ça dépasse la taille, c'est-à-dire il faut que ça aille en bas de la ceinture. Mais là, on s'entend, Pascal et moi, on l'a vérifié. On ne prendra pas le galon à mesurer là, pour vérifier à partir de la patella jusqu'à quelle hauteur la chose arrive. On s'en tiendra simplement à dire en bas de la taille pour être capable, lorsqu'on est à proximité d'une table de traitement, que ce ne soit pas notre pantalon ou la partie inférieure là, de
de notre abdomen qui va aller entrer en contact avec le patient, mais plutôt vraiment le blouson qui sera porté ou la tenue qui sera en application vers le patient. Puis on ajoute la notion que si vous faites de la pédiatrie, vous faites une approche qui amène évidemment les vêtements des membres inférieurs à rentrer en contact avec le patient. Il va surtout en pédiatrie. À ce moment-là, bien entendu, vous comprendrez qu'il va falloir le changer. Mais ça va de soi dans les circonstances où on prendra un bébé après l'autre ou un bébé, un jeune enfant et autres. Le contact avec le vêtement devra être à ce moment-là changé. Voilà. Parfait. Merci. On a aussi des questions concernant les protections oculaires. Alors, est-ce que nos lunettes pourraient faire office de protection? Sinon, quel type de lunettes de protection doit-on porter? Bon, les lunettes de protection qui couvrent adéquatement la région du globe oculaire sont requises. Les lunettes normales n'en sont pas. Vous pouvez utiliser le masque si vous préférez, si c'est plus facile, notamment quand on a des lunettes, j'en suis un, c'est nettement plus facile. Mais nos lunettes ne font pas office de lunettes de protection. Merci. On a aussi des questions concernant les masques pour les patients et les patientes. Donc, il y a une question, le masque est-il toujours bien obligatoire pour les patients à porter? Oui. Le masque est obligatoire et on accepte l'idée que le masque que le patient aura apporté avec lui, un masque qui a été fait là, par ses bons soins ou tout ça, c'est tout à fait correct. Pour le clinicien, par contre, on demeure avec le masque de procédure. Parfait. Il y a une question justement pour les masques. Est-ce que si le patient n'a pas de masque, au lieu d'y aller avec du usage unique, est-ce que la clinique pourrait offrir un masque réutilisable au patient que la clinique lave et puis garde et lave avec l'ensemble de son matériel? Est-ce que ça, c'est une option qui est acceptable? Oui, moi, ça me semble très acceptable. Merci. Est-ce qu'on a aussi des questions sur les rideaux, notamment pour faire les séparations entre les deux lits? Est-ce que c'est permis d'utiliser les rideaux? Il faut qu'il y ait 2 mètres entre les deux, sinon ça prend une cloison pleine. Parfait. Donc, soit un plexiglas, soit un mur. Oui. Pour le personnel d'accueil en clinique, est-ce qu'on pourrait changer le masque pour une visière? Notamment, on parle aux personnes qui doivent répondre au téléphone. Le masque empêche quand même une meilleure compréhension. Donc, est-ce que la visière pourrait remplacer le masque pour les secrétaires, les adjoints et les adjointes? Oui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce que vous dites me permet de faire une précision. Il y a une personne à l'accueil. Cette personne-là doit être évidemment beaucoup plus protégée que la personne qui pourrait être derrière un plexiglas à 2 mètres d'un client. À ce moment-là, cette personne-là n'a pas besoin d'une protection spéciale pour la figure avec les nouvelles normes qui ont été émises. La visière pourrait être tout à fait acceptable dans ce cas-là, mais manifestement, si cette personne-là doit changer de côté de comptoir, se rendre à proximité du patient dans un rayon de 2 mètres. À ce moment-là, les protections qui sont requises, masques et autres, sont nécessaires. Mais autrement, dans le contexte que nous avons actuellement, le masque et la visière, et si vous êtes derrière un plexiglas qui est relativement de bonne dimension, ça ne pose pas de problème. Merci. Autre question concernant justement toujours le masque. Si le patient porte un masque neuf de procédure, est-ce que dans ces cas-là, le thérapeute, ou la thérapeute sont obligés aussi de changer de sarrau entre chaque patient? Oui, tout à fait. Tout à fait. De ce côté-là, malheureusement, il n'y a pas de marge de manœuvre. C'est ce qu'on a essayé de travailler comme il. Je me permets juste, s'il y en a qui ne sont pas sur mute, juste passer sur mute, s'il vous plaît. Merci. Ensuite, je défile les questions. Justement, on a eu aussi des questions concernant les patients qui pourraient arriver en transport en commun. Est-ce qu'il y aurait un protocole différent pour ces personnes-là? Pas à ma connaissance. Merci. Pendant que tu continues à lire, là, je vais poser une petite question à Denis. On a eu une discussion par rapport au prix
parce que c'est une question qui m'est arrivée beaucoup. Puis j'ai vu des sondages passer sur les gens qui augmenteraient les prix en raison de la pandémie actuelle, puis des coûts excessifs. On s'entend, là, tous ces coûts-là. Oui, on le voit dans d'autres domaines aussi en même temps, qu'ils ne se gênent pas pour augmenter les prix de manière assez importante. Donc, je vais t'entendre un petit peu, Denis, suite à la discussion qu'on a eue hier là-dessus. Alors, le tarif, la tarification d'un service de physiothérapie inclut l'ensemble des choses que vous devez mettre à la disposition du patient pour que le service donné soit à la fois de qualité et nécessairement bien donné, donc avec protection et tout ça. Ce qui fait que si le prix est ajusté compte tenu des obligations qui nous sont imposées dans cette période-là, il n'y a aucun problème. La difficulté consiste à dire, si vous venez en traitement, je vais vous vendre telle affaire, telle chose, qui est à part du traitement. Ça, c'est ça qui est plus difficile au niveau légal à l'ordre de gérer. Si vous augmentez votre tarif pour tenir compte de ces obligations-là, c'est tout à fait correct. Évidemment, si toutefois un patient était insatisfait de ça, il y a la procédure de conciliation des comptes qui, normalement, est dans toutes les salles d'attente des cliniques de physiothérapie. Et sinon, il y a toujours possibilité pour, si toutefois quelqu'un se plaignait, on regarde. Et si c'est un juste prix qui est donné pour compenser ces éléments-là, ça ne posera aucun problème. C'est même un des sujets de discussion qu'on a eu la semaine dernière à l'ordre là-dessus. C'était tout à fait correct. Merci. Autre question pour les masques. Est-ce que vous pouvez reconfirmer, revenir sur la question du masque artisanal pour les patients, si c'est autorisé? Oui, le masque artisanal pour le patient est autorisé. Merci. Est-ce que dans un cas de patient avec un traitement de DCF, est-ce qu'on pourrait lui mettre plutôt une visière au lieu d'un masque, notamment pour qu'il soit capable de compléter ses exercices de cardio sur un tapis ou sur un autre matériel? OK. J'ai mal saisi. Pour un traitement, pour un DCF. DCE, c'est développement de capacité fonctionnelle. DCE, d'accord, j'avais compris TCF, ça vous donne une idée de mon édition. Alors, pour le développement de capacité fonctionnelle, évidemment, si on doit activer la personne et que ça émet évidemment plus de possibilités au niveau notamment respiratoire, évidemment, il faut que vous vous assuriez de donner un environnement qui est très sécuritaire à cette personne-là et surtout à l'environnement dans lequel il va devoir œuvrer. Alors, est-ce qu'on peut le faire? Oui. Mais est-ce que ça peut être fait dans des conditions identiques à celles d'une personne qui ferait un simple programme d'exercice de renforcement? Eh bien, non. D'ailleurs, vous l'avez vu, il y a eu des consignes distinctes qui ont été données pour les coureurs à pied, pour les gens qui font du vélo. Vous savez, ça a été énoncé, ça, puis il y a des choses qu'il faut faire attention. Puis c'est certains qui sont faits du DCE avec des patients comme ça. On n'ira pas lui mettre un masque dans la figure, là, parce qu'il risque. Là, si on parle d'un tapis roulant avec augmentation de la fréquence cardiaque puis de l'exigence, alors il faut vraiment lui donner les conditions optimales pour permettre de faire son intervention, de faire l'intervention adéquatement. Alors, donc, il faut vraiment que vous fassiez très attention dans ce contexte-là pour éviter les phénomènes de contamination. Est-ce que le patient pourrait à la limite porter à ce moment-là une visière plutôt qu'un masque pour les circonstances? Évidemment, une visière, ça se nettoie, tout ça. Alors, votre jugement clinique ne s'éteint pas avec un règlement d'or. N'oublions pas ça. Merci. Je pense qu'il y a besoin d'une reprécision concernant les masques artisanaux. Vous l'avez dit, les patients peuvent utiliser un masque artisanal. Est-ce que c'est permis pour les thérapeutes? Non. Merci. C'est vraiment le masque de procédure pour le thérapeute. Oui. Merci. On a des questions concernant le lavage, la manière de laver. On sait effectivement que le lavage à l'eau froide ne tue pas le virus. Est-ce que l'utilisation d'un vaporisateur ou d'un appareil justement à vapeur à main pourrait être utilisé pour laver le sarrau? Bien, en fait, c'est une excellente question parce que c'est des choses qu'on essaie de trouver comme alternatives. Puis, on essaie de voir, est-ce que si on utilise, on a parlé tantôt des ultraviolets, on en a fait allusion, on regarde aussi, est-ce qu'il y a, je ne vous dis pas que c'est l'exemple facile, mais vous savez, les trucs de Free Breeze et tout ça, mais qui seraient faits pour tuer des bébites, là, puis ce serait effectivement hyper efficace comme germicide et tout ça. Est-ce que ça pourrait se faire? Alors, il y a plein de trucs comme ça qui sont évoqués, mais actuellement, la consigne qui nous est donnée, c'est de laver à l'eau et au savon. Puis bon, vous avez vu, là, c'est ce qui est indiqué dans les consignes. Ce qui fait qu'à défaut d'avoir quelque chose de mieux à vous proposer, il faut coller là-dessus pour le moment. Mais je vous dirais qu'actuellement, on creuse énormément pour essayer de trouver quelque chose qui serait à la fois applicable et surtout sécuritaire, parce que c'est toujours la finalité de ce qu'on essaie de faire. Merci.
Je pense que ça va être plus pour Pascal. On a quelques questions concernant justement l'évolution des coûts avec la CNESST, les coûts engendrés. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de prévu concernant à l'évolution du règlement? Écoutez, ça serait bien le fun de vous annoncer des bonnes nouvelles, c'est vrai. La CNSST, ben, vous le savez, on avait annoncé comme quoi qu'autour de l'été, on devrait avoir des bonnes nouvelles. Je m'attendais au mois de mai, puis on vous l'avait dit, puis on était très, très confiants aussi par rapport à cette modification réglementaire-là qui était passée dans la Gazette officielle. Présentement, au Conseil du Trésor, tout est gelé. OK? Puis c'est pas juste notre règlement. Tout est concentré par rapport il n'y a aucune nouvelle dépense qui est autorisée au Conseil du Trésor, si ce n'est que tout ce qui se passe au niveau de la pandémie actuelle. C'est sûr qu'on les a relancés, qu'on les a travaillés. Ça en est à la limite un peu gênant, mais sauf que dans la situation qu'on a, le retour qui est là, le retour en clinique, c'est plus gênant pas en tout de leur dire comme quoi que facilement le nombre de dollars de plus qu'ils vont nous donner, ben, ça compenserait un petit peu pour la diminution de productivité, les coûts de plus qu'on va avoir. Fait que ça, je me suis pas gêné non plus pour le redire à la CNSST. Espérons qu'à la reprise en septembre, on soit capable de l'avoir. Parce que le gouvernement va recommencer à rouler. Vous savez, le Conseil des ministres, présentement, c'est non fonctionnel. Ils ont recommencé à bouger un peu, mais tout ce qui est hors pandémie, ça bouge vraiment, vraiment pas. Malheureusement, je n'ai pas des bonnes nouvelles à vous donner là. On va tout faire pour essayer d'en avoir pour septembre. Puis septembre, octobre, novembre, OK? On va dire 2020, OK? Fait que, on va tout faire pour aller le plus vite possible. Mais on est bien pisté, on est bien pistonné pour savoir exactement où le dossier est rendu. Mais actuellement, c'est gelé pour les prochaines quelques semaines. Là. Merci. On a à nouveau des questions sur les masques. Est-ce que le masque de procédure pourrait être réutilisé 7 jours plus tard ou est-ce que c'est définitivement à l'usage unique? Alors, dans le contexte, j'imagine que c'est une personne qui serait un patient qui viendrait à la clinique et qui, là, utiliserait un masque de procédure qui probablement il amènerait. Alors, là-dessus, je vous dirais que la mouvance, ce que l'on voit, c'est que ce serait oui possible, dépendamment de ce qu'elle fait avec son masque le restant du temps. Okay? Si ce masque-là sert pendant les 7 jours parce que je suis allé au Canadian Tire, puis après ça, je suis allé faire mon épicerie, puis je suis allé ça c'est un problème. Alors, le masque qui est mis par la patiente au moment où elle rentre puis au moment où elle sort, c'est manifestement quelque chose à ce moment-là qui n'est pas du tout là, incongru parce que ça se fait déjà dans certains secteurs. On le voit de façon, je vous dirais, temporaire. Mais là, il faut vraiment avoir évidemment pleine confiance en la personne. Mais c'est quand même une nécessité de faire confiance à la personne parce que son masque artisanal, ça peut faire 3 semaines qu'elle l'a dans la figure puis qu'elle ne l'a jamais. T'sais. Alors, ça, c'est pas dire mieux. Alors, vous voyez que dans ce contexte-là, on essaie de, oui, faire confiance à la personne. Et si ce masque de procédure-là est porté par la personne, entrée et sortie, puis elle l'enlève dans sa voiture, elle l'accroche sur quelque chose, ça ne nous pose pas de problème dans un contexte comme ça. Donc, encore là, ici, on fait preuve de jugement. Elle aura un masque. C'est un masque qui aura été non souillé parce qu'il aurait été porté que le temps de l'intervention et elle le raccroche dans sa voiture. Alors, c'est une possibilité. J'imagine que les gens vont probablement aller plus vers un masque qui sera un masque maison, là, donc fait avec du tissu. Mais on n'est pas fermé à ça et on pense que ça peut être applicable dans des circonstances telles que celles desquelles. Et je vous dirais, je le sais que c'est peut-être pas applicable, mais on avait réfléchi aussi à la notion de la jaquette réutilisable. Supposons que vous avez une personne qui, pour toutes sortes de raisons, doit venir en clinique pour recevoir des soins à raison de 3 fois, 4 fois, 5 fois semaine. Vous imaginez toutes les situations qui peuvent occasionnellement demander ça. Bien, si vous avez une jaquette que vous gardez quand vous êtes en contact strictement avec cette personne-là, alors ça peut être aussi une idée que vous pourriez mettre en avant. Ça évite à ce moment-là de multiplier les lavages inutilement parce que la jaquette ne sera mise ou le blouson ou ce que vous aurez qu'avec cette personne-là. Donc ça m'apparaît aussi être une solution possible. Merci. On a des questions concernant aussi les espaces communs, notamment la salle d'attente. Est-ce qu'on peut utiliser la salle d'attente avec des distances de 2 mètres? Est-ce qu'il y a aussi des procédures ou des précisions pour les aires communes comme justement les espaces de pause ou de repas pour les employés?
OK. Pour les espaces, vous dites d'employés, la CNES décrit un petit peu comment la cuisine doit être aménagée, garder les distances de 2 mètres et tout ça. Ça, c'est respecté. Dans la salle d'attente, le 2 mètres est aussi encouragé, dans la mesure où on essaie de laisser là le moins longtemps possible aussi. Et quand ils attendent, il faut qu'ils aient un masque. Merci. Il y avait même la notion que si la salle d'attente était un petit peu plus petite, puis ça resterait en dedans du 2 mètres, ça prenait un plexiglas aussi. Vous allez voir ça à quelques endroits. Il y a un plexi qui va être placé des fois parce que tout est restreint, puis pas possibilité d'attendre à l'extérieur. Ben, ils n'ont pas le choix, mais là, il y a un plexi qui est là. C'est ce qu'on voit aussi. Mais idéalement, c'est 2 mètres encore dans les salles d'attente. Merci. On a une question concernant la téléréadaptation, justement, pour notamment les patients CNESST. Certains sont fait dire que maintenant, c'est uniquement les consultations par vidéo. Les appels téléphoniques ne seraient plus remboursés. Et en fait, la question, c'est est-ce qu'il y a eu des changements à ce niveau-là? Est-ce qu'il va y en avoir? Parce qu'il y a des enjeux de certains patients qui n'ont pas de matériel technique. En fait, Denis, je ne sais pas si tu veux y aller. Ça, c'était une nouvelle au tout début de la pandémie qu'on avait entendue. Puis après ça, il s'était rallié à la position de l'ordre qui était très claire là-dessus avec le guide qui avait été fait. Puis il s'était révisé en disant comme quoi que OK, c'est correct, on va suivre. On n'a pas à dicter de quelle manière le traitement doit être prodigué. Donc, si votre ordre professionnel juge que c'est adéquat, alors nous, on continue puis on le fait. Malheureusement, des fois, les directives d'en haut ne se rendent pas tout le temps partout au niveau des agents régionaux. Mais sincèrement, autant la CNSST que la SAC actuellement se basent uniquement sur les consignes de l'autorité qui incluent aussi la consultation téléphonique selon les règles bien spécifiques. C'est vrai, c'est vrai, Denis? C'est ça. Tu n'avais pas eu d'autres nouvelles dernièrement. Moi, je ne l'ai pas entendu dernièrement. Moi, c'est une première parce qu'au tout début de la pandémie, on l'avait entendu. Ça, il a fallu qu'on travaille fort là-dessus. Mais dernièrement, je ne l'avais pas entendu du tout. Okay. Je me permettrais, si vous me permettez, là, tantôt, je voudrais juste préciser parce que dans la mesure où on reçoit des questions aussi de différentes sources, tantôt, quand je vous ai parlé du masque de procédure pour le patient, c'était clair que c'était que pour le patient, ça ne s'appliquait pas pour le clinicien. Alors, le masque de procédure qui est porté juste pour entrer et sortir de la clinique pour recevoir le traitement, ça allait. Et quand j'ai fait référence au clinicien, c'était uniquement pour le sarrau ou la blouse, tout ça. Si le patient doit revenir régulièrement durant la semaine, là, à quelques reprises, à ce moment-là, ça pourrait être une possibilité que le sarrau soit remis avec ce même patient-là. Alors, j'espère que c'était très clair pour tout le monde. Là. Je suis passé du masque au sarrau, là, mais je ne voulais pas que ça crée de confusion. Est-ce que ça va? Ouais. Merci pour la précision, Denis. Une question pour le personnel qui est à l'accueil et qui prend les rendez-vous. Est-ce que cette personne doit mettre des gants? Bon, alors, c'est toujours une question d'interaction avec le patient. Si elle doit manipuler des choses que le patient va manipuler ou que les gens autour, alors ce serait préférable. Sinon, elle doit se laver les mains. Merci. On a une autre question. Est-ce que le t-shirt, les polos ne sont pas permis parce que justement, ça ne dégage pas assez l'ouverture? Qu'en est-il des chemises manches courtes qui se déboutonnent? Donc? Oui. Oui, là, vous voyez, c'est des déclinaisons possibles entre ce qui peut se mettre. Je vous dirais, n'oubliez pas le concept de professionnalisme. J'imagine, je ne sais pas moi, une fille qui arrive avec la chemise de son père, là, bon, qui a probablement... Bon, là-dessus, écoutez, l'idée de mettre une protection est là, ça se déboutonne, c'est facile. Maintenant, si vous trouvez que c'est correct, là, rendu là, je vous avoue que je suis un peu à court d'arguments. Je ne peux pas vous dire quoi faire, mais je vous laisse poser le jugement qui s'applique là-dessus. Je pense que vous savez autant la réponse que moi. Merci. Autre question concernant les rideaux. Est-ce qu'il y aurait des suggestions pour désinfecter les rideaux entre les salles? La seule actuellement, à moins qu'on ait de l'évolution sur les ultraviolets ou les sprays de germicides, ce qui n'est pas le cas. Alors, je vous dirais que dans ce cas-là, de toute manière, il faut qu'il y ait 2 mètres entre les espaces. Mais ça me fait penser à quelque chose parce que si toutefois le patient est dans un environnement où le rideau est à moins de 2 mètres du patient, le rideau peut, à certains égards, agir comme un vecteur, comme un vêtement, dans le fond. Là. Ce qui fait que ça... Donc, je ne sais pas, je n'aime autant pas y penser. Mais non, tu es en train de dire qu'il faut laver les rideaux, là?
Non, mais c'est que la question m'amène à ça. Oui, ben, Alors, j'y pense aussi. bon, Ouais. voilà, c'est que la question, vous voyez comment parfois ça peut être pris de différentes manières, mais toujours est-il que ce qui est demandé, c'est de respecter 2 mètres de distanciation entre les patients. Le rideau en lui-même, soyons conscients qu'effectivement, dans ce contexte-là, il pourrait peut-être devenir une question, une très bonne question pour la CNES, je vous avoue. Vous savez que le contexte dans lequel on est, il n'est pas différent d'ailleurs aussi, fait que cette réalité-là doit s'appliquer aussi dans un méchant paquet d'hôpitaux aussi et d'autres places. Là. Mais c'est la première fois que je l'entends, celle-là. Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir plus que ça, mais je vous dirais que foncièrement, je ne pense pas que ce soit la première chose qu'on vous reprochera. Là, parce que le rideau va quand même demeurer toujours à distance de la table, il ne sautera pas sur le patient, alors que le cerveau, ben, il va rentrer lui, en contact. Alors, toujours est-il qu'on n'a rien de spécial là-dessus comme consigne à vous donner. Merci. Une question, est-ce qu'il existe des directives par rapport aux patients qui travaillent dans les CHSLD avec des cas confirmés de COVID? Qu'en est-il? Oui, sur le site web de l'Ordre, vous avez l'ensemble des possibilités. Si la personne travaille dans un CHSLD ou dans un centre hospitalier, si cette personne-là est en contact ou non avec des cas confirmés, ou si elle est en contact avec des cas suspectés, est-ce que la personne portait ou non l'ensemble des mesures de protection? Et tout ça, ça se décline et on est capable au final de dire, oui, cette personne-là peut faire du travail dans des zones chaudes et ensuite dans des zones froides. Elle peut travailler en clinique privée, elle peut travailler en clinique de patients externes et continuer aussi à avoir des patients COVID. Alors, l'ensemble des scénarios sont là. Je ne vous les décrirai pas tous parce qu'il y en a plusieurs, mais si vous allez sur le site web de l'Ordre, on va vous donner, il y a un hyperlien qui est très précis là-dessus et qui nous vient du ministère et qui nous permet de savoir qui peut s'exposer où en toute sécurité pour le patient, puis en même temps, mais évidemment, pour ses collègues de travail. Merci. Pour justement le changement, est-ce qu'on pourrait utiliser un drap en tissu qui est sur le lit et le changer après chaque patient et après désinfecter le lit, ou est-ce qu'on n'utilise pas du tout de drap en tissu sur les tables de traitement? Eh bien, si vous prenez un drap en tissu puis que vous le lavez entre chaque patient puis que vous nettoyez à table, on ne peut pas demander mieux. Oui. Parfait. Je vois l'heure qui avance, puis on s'approche de la fin du webinaire. Je pense que j'aurais une dernière question de circonstances caniculaires. Est-ce qu'on est dans l'obligation de porter des souliers fermés ou est-ce que des sandales pourraient être autorisées pendant l'été? Écoute, je te laisse aller. Là. Ah oui, c'est gentil. Ça me fait plaisir. Bon. Alors, là, ici, je suis obligé de vous émettre une préférence plus qu'un choix. C'est pas écrit nulle part. Non, okay? non, donc, en partant, ce que je vous dis là, ça sera une préférence. Donc, ce n'est pas écrit nulle part, mais si vous me demandez ma préférence, ce serait des chaussures fermées qui pourraient laisser circuler l'air d'une certaine manière, en tout cas. Ça serait un peu comme la chemise qu'on parlait tantôt. Oui, c'est un peu ça. Oui. Alors, mais je ne pense pas que personne ne va vous le reprocher d'aucune façon. Donc. Bon, ben, ça fait le tour des questions. Je vous laisse terminer. Je vous remercie pour vos réponses. Merci beaucoup, Laure. Merci beaucoup à tout le monde de continuer à poser des questions. Nous, ça nous alimente, autant à l'association, à l'Ordre, à la Fédération, chacun avec son mandat respectif présentement. Puis sachez que la dynamique entre les 3 associations est très bonne pour être capable de dire, bon, mais c'est parfait, c'est bon, vas-y avec celle-là. Et Denis, tu pars de ce côté-là, nous, on part de l'autre côté, puis on est là, on se complète très bien. Puis je continue à dire que en termes de profession, bien, on entend, en fait, on se démarque très, très, très bien pendant cette pandémie-là. On ne parle pas de nous de mauvaise manière. Je ne sais pas si vous avez entendu la ministre McCann qui a clairement dit un moment donné dans un point de presse comme quoi qu'il n'y a pas eu de cas. Quand il annonçait la reprise dans notre secteur, il mentionnait très clairement comme quoi qu'il n'y avait aucun cas qui avait été vu à date dans les cliniques de physiothérapie. Donc, on n'était pas un vecteur de propagation du virus. Alors, on veut continuer à être vu de la même manière. On a eu un impact médiatique. Il y a eu plusieurs entrevues qui ont été données justement au niveau de l'Ordre, de l'association, de la Fédération, de certaines initiatives, de certaines cliniques privées. On a été bien visible dans les médias de la bonne manière. Donc, notre but, c'est de continuer à être visible de la bonne manière comme ça. Puis, on va respecter ce que la CNSST nous a dit comme guide avec le groupe de travail qu'ils ont fait. On le sait que ça ne fait pas notre affaire. On le
sait, on l'a dit, on le répète, mais actuellement, on n'a pas le choix d'avancer dans cette situation-là. On a tout fait. En fait, le but ce soir, c'était de répondre à un paquet de questions et de vous dire surtout que tout a été fait pour tenter d'essayer d'améliorer justement cette situation-là. On va continuer à le faire. Puis sachez qu'on s'échange constamment justement les nouvelles informations qui peuvent servir. Puis aussitôt qu'on a, on va vous la diriger, autant au niveau des trois associations, ordres et fédérations. Donc, restez à l'écoute et continuez à nous filer de ces questions-là. Puis sur ce, ben, on va se souhaiter un bon retour officiel en clinique lundi prochain. Et c'est ça, sûrement qu'on va se reparler bientôt. Une bonne soirée à tout le monde. Merci encore, Denis, Simon, Justine, Laure. Un gros merci et une bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.